Bonsoir. L'arrestation de l'ancien chef de file de la rébellion congolaise, Laurent Nkunda, a été accueillie avec beaucoup de réactions, parfois mitigées, car si certains l'ont reçu avec soulagement, d'autres se posent des questions sur les véritables motivations de cette détention et ce que cela réserve comme perspective pour la République démocratique du Congo. L'arrestation de Laurent Nkunda signifie-t-elle la fin de la guerre en RDC ? Et si tout ne tournait pas forcément autour de la personne de l'ancien chef du Congrès national pour la défense du peuple, le CNDP, à quoi devrait-on s'attendre dans l'avenir? Notre invité ce soir, M. Djemadari Kilele, nous aidera peut-être à répondre à toutes ces questions. Il est du directoire national du Parti national congolais, un parti d'opposition. Bonsoir, M. Kilele. Bonsoir, Maï, et bonsoir à tous les téléspectateurs.
Quelle lecture faites-vous de cette arrestation de Laurent Nkunda? Est-ce que c'est un signe positif qui annonce la fin de la guerre, notamment dans l'Est de RDC? Merci Maï. La lecture du Parti national congolais qui m'a mandaté ce soir à vous parler brièvement de l'événement demeure la même. Nous avons toujours assisté à une comédie jouée par les pouvoirs en place à Kinshasa, la capitale du Congo, et qui n'a jamais changé. En fait, l'arrestation de Laurent Nkunda n'est pas tellement un événement pour nous, pour me répéter, ce n'est pas tellement un événement parce que nous savons qui est derrière Nkunda. Et pour juste apporter un rectificatif, la rébellion d'Nkunda n'est pas une rébellion congolaise. C'est une agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Et qu'Nkunda lui-même n'est pas un Congolais, c'est un agresseur qui est venu chez nous, qui est sponsorisé par la communauté internationale et tout le monde qui a envie, tout ce qu'il y a au Congo comme richesse, et qui ne veulent pas au fait partager avec nous les richesses que nous avons. Nous n'avons jamais chassé des étrangers de chez nous au Congo. Le Congo, c'est un pays hospitalier. Et tout celui qui veut vivre au Congo peut choisir le Congo comme étant son pays et bienvenue. Bon, qu'est-ce que ça présage pour nous? Il n'y aura pas la paix au Congo aussi longtemps que dans les institutions du parti, enfin dans les institutions du gouvernement au Congo, il y a des mercenaires. À partir du sommet de l'État jusque dans les plus petites structures de l'État congolais, se plaint des étrangers. Il est vrai que nous ne sommes plus à cette phase-là de dénonciation parce qu'on a déjà tout dénoncé. Il ne reste qu'à passer maintenant à l'action. Donc il faut que la population puisse prendre ses responsabilités. Nkunda Batware est sponsorisé par le Rwanda. Il a toujours été sponsorisé par le Rwanda. Il n'est pas le premier leader de la soi-dite rébellion. Le fait est que M. Kilele Nkunda a été arrêté à l'issue d'une opération conjointe entre les forces rwandaises et les forces armées de République démocratique du Congo. Cela ne va-t-il pas en déphasage avec le fait que vous dites que Laurent Nkunda est sponsorisé par le Rwanda, qui après s'est lancé à sa poursuite? Qu'est-ce que le gouvernement congolais attendait pour arrêter Nkunda Batware? On savait bien que les éléments de FARDC ne tenaient pas devant la rébellion de Nkunda. Pas tellement. Ils étaient trahis toujours. Ils avaient même pris la fuite. Ils étaient toujours trahis par l'état-major de la République démocratique du Congo, par les instances supérieures de l'armée congolaise. Nous avons une armée, bien qu'elle ne soit pas très bien payée. L'armée congolaise, c'est une armée très forte. Elle est seulement affaiblie à cause de la traîtrise entretenue entre Kigali, et Kinshasa. Et nous ne pouvons pas nous-mêmes nous révéler au niveau des bêtes pour dire que nous sommes trop faibles. L'armée congolaise est forte et l'arrestation de Nkunda Batware ne présage pas un bon avenir chez nous. Nous savons qu'il y aura un autre Nkunda Batware qui va être lancé bientôt. Parce qu'avant Nkunda Batware, il y a eu d'autres leaders qui ont été clonés par le pouvoir de Kigali. Donc, selon vous, qui sont les véritables acteurs qui sont entrés en scène dans cette arrestation? Bon, nous savons que Kigali et la République démocratique du Congo sont entrés en scène. Mais c'est la population qui est un peu ignorante de ce qui se passe. C'est une diversion tout court. Parce que Nkunda Batware, c'est l'ombre de Paul Kagame. Et il n'y a au monde personne qui peut arrêter son propre ombre. Vous voyez ça? On ne peut pas arrêter son ombre. Comment on va expliquer cette arrestation? On l'a juste... Nkunda s'est retourné contre son propre ombre? Well, on l'a juste exfiltré, si l'on peut utiliser un terme militaire. On l'a retiré pour le remercier parce qu'il a déjà accompli la mission pour laquelle il était placé là-bas. Il a tué, il a violé, il a volé, et c'était ça la raison de sa mission. Alors, parce qu'il a accompli la mission, la période est déjà là, on le retire, et surtout parce que le président Paul Kagame ne connaît pas encore quelle est la politique internationale que le nouveau président américain va appliquer en Afrique. Il les met en observation, en attendant. Vous voyez, il y a une sorte de coïncidence qui s'est produite. Le président Obama prête serment. La même soirée, les troupes rwandaises entrent au Congo.
et quelques heures après, on arrête Nkunda Batware. Donc l'arrivée au pouvoir de Barack Obama y est pour quelque chose aussi. Non, non, pas tellement. Je ne peux pas dire que c'est quoi. Son arrivée est un peu une sorte d'alliance avec Kigali. J'explique très bien que c'est un facteur parce que le président rwandais ne le connaît pas encore. Il était un ami et reste un ami de George Bush et même du président précédent Bill Clinton. Ils ont tous entretenu la guerre au Congo. Bon, avec les discours d'Obama lors de sa propagande, sa campagne de propagande, ça a donné un peu de frisson à certains dictateurs. Alors, on ne peut pas facilement les pénétrer. Alors, on retire un peu cette carte-là en observant. C'est tout ce qui se passe. Donc, il y a un peu un genre d'incertitude aussi qui planait sur les autorités de Kigali, même les autorités du Congo. Parce que le président congolais, c'est aussi un autre ombre du président Kagame. Ayant été le garde du corps de Kagame, nous ne trouvons rien de spécial. Ce sont tous qui, les deux, exécutent les ordres, les instructions de leur patron. Alors, il n'y aura pas de paix aussi longtemps que Joseph Kabila, entre guillemets, est en tête, est au sommet du pouvoir congolais. Mais maintenant que Laurent Nkunda a été arrêté, à quel genre de scénario pourrait-on s'attendre? Vous nous avez déjà donné une ébauche, mais nous aimerions en savoir plus. Bon, d'abord, il n'a pas été arrêté, parce que s'il était arrêté, il fallait qu'on le montre en public. Vous savez, ça fait un peu longtemps que tout le monde a appris que Nkunda Batware, il y a eu un mandat international d'arrêt qui était lancé contre lui. Mais ni vous, ni moi, ni personne n'a jamais vu, même pas une copie de cette... Justement, va-t-il être remis à la justice internationale? Va-t-il être extradé à Kinshasa? Ben, c'est le souhait de tout le monde. Si réellement il y avait une sincérité dans tout ce qui se passe, il a fallu que les autorités rwandaises remettent ce personnage d'Nkunda aux autorités de Kinshasa. C'est ce qui serait une erreur, parce que les autorités de Kinshasa sont ses amis. Il a fallu le remettre aux compétences internationales, à la justice internationale. Là, peut-être, je dis bien, on croirait à ce qui se passe. Mais nous savons la justice de deux poids deux mesures que même la justice internationale pratique au Congo. En arrêtant une personne telle que Jean-Pierre Bemba pour des crimes qu'il aurait commis, alors qu'il y a de plus criminels dans la région qu'on n'arrête pas. Entre autres Nkunda, entre autres celui qui l'a précédé, afin qu'il a remplacé un certain Bosco Ntaganda, le président du Rwanda lui-même et même le président du Congo, Joseph Kabila. Ce sont des gens, ce sont des criminels qui devaient être arrêtés et jugés. Pourquoi Bemba seulement? Mais selon vous, quel impact cette arrestation de Laurent Nkunda pourrait avoir sur la scène sociopolitique au Congo, en RDC? Il n'y a pas d'impact. C'est seulement de la diversion. Donc on parle de la fin de la guerre. Il n'y a pas la fin de la guerre aussi longtemps. Comme je viens de le répéter, le Congo est sous occupation et dirigé par les Rwandais. Quand vous dites que le Congo est sous occupation, de quoi parlez-vous concrètement? Mais j'ai tout dit, on a toujours tout dit, que nos institutions politiques sont infiltrées par des agresseurs rwandais, burundais et ougandais. Et même, on sait bien que Laurent Nkunda est aussi de nationalité congolaise. Non, nous n'allons jamais avaler cela. Laurent Nkunda a acquis la nationalité congolaise. Il était même intégré dans l'armée congolaise. On ne peut pas acquérir la nationalité par les armes. La nationalité, ça dépend de la justice interne d'un pays et non pas de la justice externe. Alors lui, ayant pris les armes et se proclamant congolais, nous voyons que c'est un abus, c'est un usurpateur. Il n'est pas un Congolais, tout comme Joseph Kabila. Comme je l'avais dit, nous ne sommes plus à cette étape. Nous avons besoin de dirigeants qui peuvent bien gérer le pays. Alors ils ont échoué. Donc, Joseph Kabila n'est pas le premier individu à avoir été président dans un pays qui n'est pas le sien. Mais tout simplement, sur le terrain, il ne vaut rien. C'est un incompétent, lui et son gouvernement. Mais aujourd'hui, on l'applaudit sur la scène internationale. On salue l'arrestation de Laurent Nkunda. Mais on peut toujours saluer ça. C'est comme on a salué l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. Ouais, ça. On salue toujours l'arrestation des criminels. On peut le saluer. Ce sont les gens qui l'ont mis là-bas. Qui a mis Kabila au pouvoir? Qui finance Nkunda Batware? Ce sont toujours les mêmes gens qui contrôlent les médias, qui financent les guerres et qui entretiennent un capitalisme de désastre partout à travers le monde. Mais ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le bas peuple qui a applaudi cela.
Non, le peuple aussi a applaudi. Oh, Une partie écoutez, du peuple a applaudi une parce que la minorité- population civile innocente et fatiguée des exactions. Une minorité qui est ignorante. Vous voyez ça? On n'a pas vu des gens descendre dans la rue en liesse pour applaudir l'arrestation d'un Kunda Batware. Qui peut applaudir ça, sachant très bien que le président du Sénat lui-même a osé dire qu'il n'était pas au courant des décisions ou des arrangements qui étaient pris entre le président de la République et la contrepartie rwandaise. Vous voyez, tout est mitigé, tout est hypocrite. Justement, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur cette opération conjointe soudaine entre forces rwandaises et forces de République démocratique du Congo, alors qu'on s'y attendait le moins? C'est ce que j'ai dit, c'est une stratégie qui a été mise en place pour créer une diversion au sein de la population et de la communauté internationale. Il y a des laboratoires qui travaillent au jour le jour pour chercher à dévier l'opinion tant nationale qu'internationale. Il n'y a pas eu d'arrestation, ma chère, il n'y a pas eu d'arrestation. C'est l'homme de Kigali, c'est l'homme de la communauté internationale, c'est un mercenaire comme le président congolais. Alors, il a accompli très bien sa mission. Il a fallu qu'on l'écarte en attendant pour lui préparer peut-être une retraite dorée. Et c'est ce qui va arriver. D'ici là, on va cloner encore un autre Nkunda Batware. Donc, pour vous, le fait que Laurent Nkunda soit actuellement en résidence surveillée aussi n'est que pure diversion. C'est une diversion, c'est un mensonge qu'on nous montre là où il est. Même si on nous l'a montré, nous connaissons ce qui se passe entre Kigali et Kinshasa. C'est une histoire que nous avons toujours dénoncée depuis plus d'une dizaine d'années. Et l'histoire nous donne toujours raison, que tout ce que nous avions dit demeure juste et correct. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Nkunda a été quelque part mis à l'écart parce que son arrestation a été précédée par un putsch interne déjà au niveau du CNDP et le chef d'état-major de ce mouvement, Bosco Ntaganda, a même fait une déclaration publique officielle sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont tous des robots. Ils sont robotisés par leurs commanditaires. Tout ce que Bosco Ntaganda peut dire lui a été dicté. Ce sont des perroquets. Lui a été dicté qu'il faut dire ceci, ceci et cela. Entre eux, ils se rencontrent. Il y a des négociations qui se passent à Nairobi actuellement. La faction des gens qui représentent les CNDP là-bas, ce sont des hommes de Nkunda Batware. Ce ne sont pas des hommes de Bosco. Et tout ce que Bosco peut dire, Nkunda Batware peut dire, lui sont dictés par Kigali et le multinational qui exploite les Congo à Kimiemi. Donc, nous ne pouvons pas être impressionnés par les déclarations des criminels. Nous ne pouvons pas. Donc vous ne croyez pas au coup d'État contre Laurent Nkunda? Je vous ne ne crois croyez pas que Kigali a peut-être pu lâcher Laurent Nkunda? Je ne crois pas. Parce que les Nations Unies aussi avaient déclaré officiellement que le président Paul Kagame soutenait Laurent Nkunda. Et du coup, il se met à sa poursuite. Vous ne pensez pas qu'il y a eu aussi une trahison de ce côté-là? Vous savez, les Nations Unies, c'est une mauvaise histoire chez nous au Congo. Je m'excuse que vous pouvez me qualifier d'un pessimiste ou d'un accusateur de gens. Mais nous avons toutes les évidences historiques pour ne pas croire à ce qui se passe. Les Nations Unies ont toujours été au Congo depuis 1960 et même bien avant ça. Et c'est une organisation qui nous a déçus depuis longtemps. Et lorsque notre ancien premier ministre, Patrice Lumumba, était assassiné, c'était en leur présence. Aujourd'hui, il y a une présence de 17 000 casques bleus. Comment les casques bleus sont incapables de pouvoir protéger la population devant une milice de 3 000, de 2 000 hommes de Nkunda Batware? Ils disent être seulement une force d'interposition, qu'ils ne doivent pas intervenir militairement. Mais pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir une mission différente au Congo seulement, pendant qu'ailleurs, ils interviennent militairement? Partout, il y a la guerre. Ils ont été au Libéria, ils ont été en Sierra Leone, ils ont été présentement même au Kosovo, là où ils étaient. Mais ils ont utilisé des armes. Ils ont été au Koweït, quand Saddam Hussein a envahi le Koweït. Pourquoi hier ils utilisent des armes et seulement au Congo, ils se font appeler des troupes d'interposition? Ils s'interposent entre qui? Et lorsqu'ils s'interposent, pourquoi est-ce qu'on dénombre toujours des morts du côté civil des pays qu'ils sont censés protéger? Donc finalement, selon vous, quel est le véritable rôle des Nations Unies sur le terrain? Nous pensons que c'est une organisation militaire qui crée parfois du boulot afin de pouvoir occuper un pays. Ils sont sponsorisés par des multinationales internationales, comme des transactionnels aussi. Bon, quelque part, ils ont pu aider dans certains pays,
Mais nous pensons que chez nous, ça a été un désastre. Nous avons de mauvais souvenirs des Nations Unies. Et si le peuple congolais s'est réveillé, et si nous avions un leadership visionnaire, en tout cas, nous ne pourrions plus continuer à accepter les Nations Unies chez nous, parce qu'ils ne font absolument rien chez nous. Ils nous ont totalement trahis, bien que nous soyons membres de la communauté internationale. Mais ici, comme je venais de le dire, nous avions un leadership responsable. On pouvait mettre un embargo sur leur aventure chez nous. Et nous pensons que cela viendra un jour lorsque un parti nationaliste comme le nôtre prendra les pouvoirs avec l'appui du peuple. Nous allons mettre fin à cela, où nous allons exiger des conditions pour que les Nations Unies puissent venir chez nous. Ce ne serait pas mettre le pays complètement à l'écart sur la carte du monde? C'est pas ce que nous prenons. Ce que nous prenons, c'est qu'on doit respecter la légitimité d'un peuple et d'un pays. En fait, la légitimité congolaise a été défenestrée par toutes les organisations internationales. Le Congo, c'est une bifurcation de la mafia internationale, où tout le monde vient faire ce qu'il veut. Par manque d'un leadership visionnaire, sincère et patriotique. Nous avons des leaders qui sont des mafieux, des leaders qui entretiennent des relations antipatriotiques contre leur pays et qui se font tirer par les nez par n'importe qui. Vous savez mais chasser les forces négatives du territoire, est-ce là une action antipatriotique? Qu'est-ce que vous dites? Je veux dire, chasser les forces négatives du territoire, est-ce que c'est là une action antipatriotique? Est-ce que ça ne va pas plutôt dans le sens du patriotisme? Écoutez, les autorités congolaises, n'est-ce pas, elles sont tellement plus par la situation, par les chaos actuels. Aussi longtemps que les chaos vont persister, ça leur donne du temps à pouvoir s'enrichir au détriment de la population. Donc, la permanence de la guerre, c'est une bonne chose pour les autorités congolaises parce qu'elles pratiquent la mafia avec l'occupation. Et c'est déplorable. Et quels sont les projets de votre parti? On en parlait tantôt. Bon, le Parti national congolais aura un temps avec vous pour venir parler peut-être de son projet de société. Je pense que nous ne faisons pas la propagande. Et nous ne sommes pas à l'heure des élections au Congo. Et nous allons discuter un jour de cela. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour cet événement de Laurent Nkunda. D'accord, justement, pour revenir à cet événement de Laurent Nkunda, est-ce que cette arrestation définit ou entame la normalisation des relations entre Kigali et Kinshasa? Les relations, ma chère Maï, ont toujours été là. Les relations entre Kigali et Kinshasa ont toujours été là. Parce que ce sont des relations basées sur les intérêts. Donc, il n'y a pas eu interruption des relations. C'est la population qui a été voilée et qui ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un balai diplomatique, il y a un trafic aérien de minerais et de toutes les richesses possibles du Congo entre le Congo et Kigali, au vu et aussi des autorités, pour vous dire que les relations n'ont jamais été interrompues. Et chaque fois que Kagame est levé, les autorités congolaises vont s'agenouiller là-bas. Il n'y a pas longtemps, le tout nouveau chef de la diplomatie congolaise, monsieur, j'ignore encore son nom, là, Alexis Tambwe Mwamba, 2 jours après sa nomination, la première sortie diplomatique, c'est aller à Kigali. Ses prédécesseurs ont fait la même chose. Preuve que nous avons un leadership extraverti qui ne pense pas à arranger ses propres problèmes au pays et croit trouver le salut, la solution à ces problèmes à partir de l'étranger. Donc le Congo n'est pas dirigé par des Congolais, n'est pas dirigé par des patriotes. Et c'est là où provient la question que vous venez de me poser, que le Parti national congolais voudrait remettre le pouvoir entre les mains de la population. C'est tout ce que nous voulons faire. Et cesser avec ces aventures qui se trouvent là-bas. Mais remettre le pouvoir entre les mains de la population, ce n'est pas retomber dans l'anarchie totale? Et je ne pense pas. Après tout, la démocratie, comme on l'a défini simplement, c'est le pouvoir du peuple. Mais la démocratie fonctionne avec des institutions en place. Les institutions sont chez nous, mais ce sont des institutions bidons qui ne protègent pas l'intégrité du territoire et la sécurité du peuple et de son bien. À quoi ça sert d'avoir des institutions classiques qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui violent les droits de l'homme au jour le jour et qui trahissent le pays au jour le jour? À quoi ça sert? Il faudra le nier
de détruire toutes ces institutions et amener les institutions qui peuvent protéger la population et l'intégrité territoriale. Et nous pensons que le Parti national congolais est capable de le faire sincèrement pour le bien du Congo et des Congolais, et même pour tout celui qui aura choisi le Congo comme étant sa seconde patrie. Êtes-vous un révolutionnaire? Bon, vous avez parlé de détruire toutes ces institutions et de remettre complètement de nouvelles institutions en place. Écoutez, la révolution, ça signifie le changement. Et il ne faut pas la comprendre dans un sens péjoratif. Ça signifie le changement. Chaque fois qu'il y a un changement de structure ou de méthode, c'est déjà une révolution. Est-ce que cela signifie changement radical? Non, écoutez, on dit bien à grand mot, grand remède. Et je pense que s'il y a trop de mots chez nous, il faut qu'il y ait un changement radical. Ce n'est pas un péché. Quand M. Obama dit qu'il est l'espoir du peuple américain et du monde actuel, c'est parce qu'il y a eu des gros mots qui ont été installés avec le gouvernement, par le gouvernement précédent. Alors, il faut changer cela radicalement. Et voilà, il vient déjà de signer un arrêté gouvernemental pour mettre fin, n'est-ce pas, à l'emprisonnement déjà illégal à Guantanamo. C'est déjà un changement. C'était une demande qui retentissait depuis longtemps et M. Obama n'a fait que respecter ce qu'il avait dit avant de venir au pouvoir. Ça rentre dans ce que nous disions. C'est le peuple qui a réclamé ça. Le peuple réclame un changement radical au Congo. Parce que le peuple est trahi par le gouvernement. Mais le peuple ne demande pas la destruction complète de toutes les institutions qui sont déjà en place. C'est peut-être le mot qui est très fort. Je vais dire le changement. Il y aurait toujours un ministère des Affaires étrangères, il y aurait toujours un ministère de la Santé, il y aurait toujours tous les ministères possibles. Mais je vous rappelle que le président Joseph Kabila a été élu démocratiquement par des élections à travers les urnes. Ça a été une farce. C'est quelle élection, ça? Bon, il a été élu, qu'est-ce qu'il a fait de cette élection? On ne peut pas être élu tout simplement pour se pavaner dans la rue et se faire appeler président alors qu'on ne fait rien sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Peut-il nous montrer ne fût-ce qu'un tronçon de route bitumé? Peut-il nous montrer une école que son gouvernement a construite? Peut-il nous montrer un hôpital que son gouvernement a construit? Alors, à quoi ça sert d'être élu quand on ne rend pas service à la population? Ça ne sert à rien. En fait, c'est parce que le peuple congolais ne parvient pas à comprendre. Mais quand vous lisez la nouvelle constitution imposée, la constitution congolaise, il y a un article de la constitution qui nous donne la légalité de pouvoir déchoir le gouvernement quand c'est incompétent, quand la population est mécontente du gouvernement, on peut utiliser tous les moyens pour le faire. Là, vous parlez d'un coup d'État, ce qui n'est pas souhaitable dans un pays démocratique. Mais écoutez, coup d'État, écoutez, que ce soit coup d'État, que ce soit une déchéance légale, tous les moyens sont bons. Lui, il est arrivé là-bas au pouvoir comment? Par les élections. Mais écoutez, que l'élection, ça vous appelez ça élection? Les élections où l'on doit museler tout le monde, les gens ne doivent pas parler, on doit tuer les opposants. Vous appelez ça élection? Ça, ce n'est pas une élection. C'est quelqu'un qui a été imposé. Il a aimé le pouvoir. Maintenant, le pouvoir est là. Il ne sait plus que faire avec ce pouvoir. En fait, le coup d'État, il n'aura pas ce coup d'État de nous. Le coup d'État pourra venir. Mais le peuple fera son coup d'État par une insurrection. Et cela va venir. Êtes-vous en train d'inciter les populations à une insurrection? Je suis un opposant. Vous ne pouvez pas espérer auprès de moi recevoir un langage de charme auprès d'un gouvernement oppresseur ou oppressif. Ça ne doit être qu'un langage... Pas l'insurrection tout de même, c'est un peu trop fort. Non mais écoutez, pour mettre fin à l'apartheid ici, les Sud-Africains ont mené des insurrections, n'est-ce pas? En Ukraine, c'était la même chose. Et pourquoi ça doit être seulement différent du Congo? Pourquoi le cas du Congo doit être une exception? Ça peut être démocratique, ça peut être sanglant, mais tous les moyens sont bons et c'est reconnu dans la Charte des Nations Unies pour l'autodétermination du peuple. Mais ce n'est pas tout le monde qui aimerait voir le président Kabila quitter le pouvoir. Qui l'aime d'abord, à part les multinationales? Ses partisans, ses militants, une grande partie de la population congolaise, ceux qui ont voté pour lui. Ce n'est pas vrai. La population n'a pas voté pour M. Kabila. C'est lui qui avait gagné les élections, ce monsieur Jean-Pierre Bemba. Oui? Ce que vous dites n'est pas officiel, M. Kilili. Écoutez, il n'est pas dit que ce soit officiel. Je l'ai dit parce que avec la liberté d'expression qui est garantie mondialement, je dois le dire, c'était connu. Si ces élections étaient libres et transparentes, pourquoi est-ce qu'il y avait des bulletins brûlés? Pourquoi est-ce qu'il y a eu guerre contre Jean-Pierre Bemba et ses partisans? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des Rwandais, des Burundais, des Ougandais et des Angolais qui sont entrés voter chez nous et qu'à la fin, on dise que les élections étaient libres et démocratiques? Mais on suivait tous les habits
à travers vos écrans. Vous montriez tout ce qui s'est passé. Donc ce n'était pas libre et démocratique. Mais en fait, Maï, tout cela est déjà passé. Le peuple congolais a besoin d'une bonne gouvernance. Que ce soit vous, que ce soit Thabo Mbeki, que ce soit qui se sent normal. Et s'il est élu ou s'il a le mandat du peuple, il doit travailler. Kabila a échoué, lui et son gouvernement. Ce sont des mafieux. Alors, ils ne doivent pas continuer à leurrer la population, à créer la diversion pour perpétuer la dictature et continuer à décimer la population congolaise. Ouais, ça. Qu'il soit rwandais, qu'il soit qui, mais il a échoué. C'est tout et on doit le dire. C'est ça les problèmes qui se posent entre lui et la population. Il n'est pas populaire. Le reste, c'est la diversion médiatique. Et si Nkunda a été mis aux arrêts, les autres forces dites négatives existent toujours dans la région, comme les FDLR, les miliciens Mai Mai. Est-ce que le plus dur reste à venir selon vous? Je ne pense pas qu'il y a trop de forces négatives au Congo. La force la plus négative au Congo, c'est la force d'invasion. C'est la force qui a amené Joseph Kabila au pouvoir. C'est l'AFDEL que le défunt Laurent Désiré Kabila a amené. C'est ça la force. Donc les FDLR, les Mai Mai, tous ces miliciens qui font du mal à la population, mais écoutez, ne constituent pas un danger pour l'Est de RDC. Tous ces gens-là n'existeraient pas si le Congo n'avait pas été envahi. C'est la même chose avec l'arrestation de Thomas Lubanga. Thomas Lubanga n'allait pas, je ne suis pas en train de le soutenir, il n'allait pas entraîner les enfants soldats s'il n'y avait pas l'invasion du Congo. Il faut traiter le problème à sa racine. Pourquoi il y a des enfants soldats? Pourquoi il y a des Mai Mai au Congo? Pourquoi il y a des FDLR au Congo? C'est parce que le Rwanda avait envahi le Congo. Et ceux-là qui ont financé le Rwanda pour envahir le Congo doivent trouver une solution à cette invasion. Je veux parler en passant de la France, par exemple, à l'époque de Mobutu. L'ancien président français qui avait demandé à Mobutu d'ouvrir un couloir humanitaire afin de pouvoir recevoir le flux de réfugiés Hutus au Congo. Bon, Mobutu avait laissé passer et ils étaient là-bas. Pourquoi aujourd'hui la France ne prend pas ses responsabilités afin de pouvoir ramener ces Hutus là où ils sont venus et elles s'étaient? Les Mai Mai que vous qualifiez et les autres qualifient des forces négatives. Bon, écoutez, Tami, je respecte l'opinion de tout le monde, mais les Mai Mai ne sont pas les forces négatives. Les Mai Mai, ce sont des combattants patriotiques, grâce à qui le Congo n'a pas basculé dans les camps du Rwanda. Bon, il est vrai que quand les troupes sont là, il y a toujours des exactions, il y a toujours des gens qui prennent autre chemin. Mais les Mai Mai, ils défendent la population. Comment vous ne voulez pas que les Mai Mai puissent attaquer les Rwandais, puissent attaquer les FDLR, pendant que le gouvernement ne les fait pas? Bon, ce qui manque aux Mai Mai, c'est peut-être une bonne direction de l'armée et de l'idéologie, parce qu'ils ne sont pas payés aussi. Alors, ils vont attaquer les populations. Mais c'est un droit légitime des Mai Mai de pouvoir protéger la population, de s'attaquer à l'armée congolaise et de s'attaquer à l'armée des agresseurs rwandaises. C'est comme si vous me demanderiez aujourd'hui pourquoi les Hamas doivent s'attaquer aux Israéliens. Monsieur, il y a eu 42 ans d'injustice maintenue par la communauté internationale contre les Palestiniens. Et si les Hamas doivent se défendre, vous dites qu'ils sont des terroristes, qu'ils sont des forces négatives ou je ne sais quoi? Non, c'est pas ça. C'est de notre droit patriotique et légitime de pouvoir nous défendre. Et les Mai Mai, nous allons les réorganiser pour protéger la population. D'accord. C'est sur ces mots que nous allons clore notre entretien. Souhaitons simplement que l'Est du Congo ne s'embrasse pas à nouveau. Vous avez un mot de fin sur la question? L'Est du Congo va toujours continuer à s'embraser aussi longtemps que M. Joseph Kabila, entre guillemets, est toujours président. C'est lui qui encourage le méfait et son départ, ce serait une bonne chose pour la population congolaise. Merci, M. Kilele. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de table ronde consacrée à l'opération conjointe menée par Kinshasa et Kigali à l'est de la RDC. Une opération qui, je vous le rappelle, suscite beaucoup d'interrogations. Et mon invité ce soir, Djemadari Kilele du Parti national congolais, nous a aidé quand même à faire un tour d'horizon assez large. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain. Tongo mokili ekobaluka merengwe merengwe tongo mokili ekoningana merengwe merengwe tongo
mokili ekosi bwana Merengwe, merengwe, mama merengwe la merengwe, merengwe, merengwe